va travailler sur différents paramètres. On va analyser le pH, le redox du sol. Donc ça, c'est aussi une des caractéristiques du pH. On dit que c'est une fonction magnétique du sol, en fait. On sait que ce proton hydrogène, H+, c'est comme un micro-magnéto-générateur de champs magnétiques. Mais le pH, c'est aussi cette capacité du sol à amortir les ondes électromagnétiques cosmiques, en fait. Donc ça va donner un sens du pH dans le sol, un sens du courant magnétique dans le sol. Ce qui fait que tout à l'heure, on ira analyser les sols, prélever des échantillons de sol sur 3 horizons, ce qui va permettre de déterminer le sens du courant magnétique, mais aussi du redox. C'est la même électrode, en fait. C'est ça qui est génial. C'est des sondes chlorure, argent, chlorure, qui permettent de mesurer le pH et le redox en même temps. Donc on va pouvoir mettre ça en évidence et ensuite caractériser les composts, les ferments qui vont bien aller avec ces sols, en fait, que ça soit en adéquation avec ces sols. Ça, c'est très important. Souvent, on met des fumiers ou des ferments dans les sols où les sols ne sont pas à même de les recevoir. Et le fait de mesurer ces énergies, ça permet de remettre en place tout ce qu'il faut pour le sol. Je dis souvent que quand il y a une maladie sur une plante, la maladie, en fait, c'est la matérialisation d'un déséquilibre énergétique. Donc nous, on va mettre en évidence en amont ces caractéristiques énergétiques du sol et des plantes, en fait. Et puis après, on mesurera la conductivité du sol. Donc là, on vient mesurer en millisiemens par mètre. Et la conductivité, elle est indirectement liée quand on travaille avec de l'organique, pas du soluble, évidemment. Ça, c'est toute l'agronomie conventionnelle qui est partie dans une forme d'hérésie un peu. Mais quand on travaille avec de la matière organique, on vient retranscrire au travers de la conductivité indirectement l'activité des micro-organismes du sol, en fait. Voilà. Et puis après, on passera à la force vitale, où on vient mesurer en électronvolts toute l'énergie du sol. Si le sol n'a pas d'énergie, eh bien, il ne peut pas digérer un fumier, il ne peut pas digérer un bon ferment. Une fois qu'on aura mesuré ça, Anna, là, ici, a mis l'appareil en route qui chauffe un peu. On vient avec le PCSM, donc le Field Callahan Soil Meter. En fait, on vient mesurer le niveau paramagnétique des sols et d'autres matériaux, des composts, des fumiers, de manière à voir si ces sols ont suffisamment de paramagnétisme pour que les bactéries, les champignons puissent se démultiplier. Ça, c'est fondamental, c'est le socle et la base de ce que nous, on appelle le triangle en phytothérapie agricole. S'il n'y a pas suffisamment de paramagnétisme, vous avez beau vous échiner à mettre du fumier, des extraits fermentés, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il y a des sols où ça fonctionne bien et des sols où ça fonctionne pas. Donc ça, c'est important de le comprendre. En fait, là, je suis en train de toucher la terre un peu humide, en fait. Ça devrait jouer. Tu y es ? C'est chaud patate, ça. Alors déjà, quand tu fais ton trou comme ça, tu sais déjà ce qui se passe un peu, tu vois. Là, on est en train d'échantillonner du compost qu'on va ramener ensuite dans la salle. Où on va mesurer pH, redox, force vitale, paramagnétisme. Et là, on va mesurer in situ la conductivité, donc en millisiemens par mètre. Donc c'est la propriété à libérer un courant électrique entre les minéraux, mais c'est pas que ça. Ça a aussi un lien indirect, certes, mais c'est révélateur aussi de l'activité des micro-organismes, parce que là, on travaille avec des préparations organiques et non pas solubles. Et puis ensuite, c'est troisième parallèle, c'est la conductivité révèle un système isolant et un système conducteur dans le sol. Si on venait à ne plus avoir le système isolant, comme en électricité la gaine plastique, il ne nous reste plus que le fil de cuivre, le sol il crame, quoi, il brûle. C'est ce qu'on appelle les effets caloriques de Joule. On se retrouve avec des sols qui sont brûlés. En France, vous avez la camomille des chiens, le lamier pourpre qui vient indiquer ça. Ah, j'ai pas vu de plante qui m'indiquait paradoxalement des sols brûlés, en fait. Ça, c'est un défi, hein. Je veux dire, quand on est dans une ferme comme celle-là, puis que vous avez des sols qui subissent des chaleurs, on va dire excessives, avec des phénomènes de sécheresse, pour le moment, il n'y a rien qui relate que les sols ont pris cher. Ça, pour moi, c'est assez, je vais le dire, hein, je ne vais pas tricher, ça me surprend, que la conductivité, elle reflète, alors c'est un système de self-inductance, en fait. C'est un peu complexe à expliquer comme ça verbalement, hein. C'est un système isolant et conducteur.
Donc par analogie, ton sol, il a une gaine plastique et un fil de cuivre, comme en électricité. Bon, là, on est à peu près à 20 cm de profondeur. On est à 0,31 millisiemens par mètre, 0,32. On va se faire une petite moyenne. Hein. Alors, surface 0,38, je descends tout doucement 0,40, 0,45, 0,43, 0,42. C'est excellent parce que c'est vraiment régulier, quoi. 0,44. Et quelquefois, la majorité de mes sols français, j'ai plus de gaine plastique, j'ai plus que le fil de cuivre. Donc ça va générer des effets caloriques de joule, je crame mes sols. Puis maintenant, j'ai pratiquement 60% des sols, j'ai plus la gaine plastique et j'ai plus mon fil de cuivre. Donc on a tellement détruit les bactéries à coups de désherbants, fongicides, etc. Voilà, donc ça, c'est pas le progrès, ça. Ouais, c'est les mêmes conductivités, hein, 0,50 millisiemens. Sur des substrats comme ça où la plante elle a déjà absorbé puis elle a cette taille-là, ça veut dire qu'il y a de la réserve sur la durée. Alors là, on a fait le prélèvement de surface. Et là, il faut prendre un peu des anabolisants là, pour aller chercher la deuxième strate. Mais là, j'y suis. Ça, c'est bon signe parce que tu vois, je sens une résistance, mais tu sens l'humidité, quoi. Ça, c'est assez réconfortant et ça me surprend même. On a intérêt de bon. Approche-toi. Tac. Là, on a la deuxième strate. J'ai vu des argiles en surface, donc pas de perte d'argile, donc ça c'est intéressant. La force de pénétration au niveau de la tarière, elle est très intéressante. Donc il y a une structure, il y a un complexe organo-minéral structuré qui est là, malgré la chaleur et la sécheresse. Moi je rentre et j'ai appris des trucs là. Donc là on va juste mesurer la conductivité dans le tas, même si on la mesurera d'une autre manière tout à l'heure dans une solution liquide, un rapport de 1 sur 2,5. Là on est à 0,29 millisiemens par mètre. Voilà, sur un compost qui est quand même en plein soleil. Ça, il faudra qu'on le mette à l'ombre, celui-là, hein, pour protéger les éléments fertilisants. Donc là, la conductivité, elle nous amène indirectement à comprendre qu'il y a une activité au niveau des bactéries dans le sol. Voilà, ça, c'est important de le comprendre, en fait. Il y a eu beaucoup de publications là-dessus. Hein. Il a tout bouffé. 0,38. Ce qui est cohérent. Hein. Tu as un petit pied de tomate. Il n'a pas encore profité pleinement des substrats et des substances qu'il y a dans le compost. Tu as un grand pied de tomate, il a absorbé. Si on venait à mesurer la conductivité, on n'a pas pris parce que ça faisait trop de matériel. On aurait mesuré la conductivité foliaire, elle aurait été plus élevée ici que là, quoi, forcément. On ne va pas se contenter d'analyser les sols uniquement en surface. On ne peut pas analyser un pH uniquement en surface. On ne peut pas analyser un redox uniquement en surface. C'est-à-dire prendre un échantillon de terre ici, mettre ça dans un sac, ça sert strictement à rien. En fait, on va travailler ici sur 3 horizons. On va prélever un échantillon de terre à 5-10 cm, puis à 20 cm, puis à 50 cm. Et on mettra ça dans des sacs plastiques bien distincts, en fait, qu'on va bien nommer, en fait. Donc on aura le sac du premier horizon, du deuxième et du troisième horizon qu'on ne mélange pas. Ça nous permettra de mesurer le pH et le redox. Ouais, je suis surpris parce qu'en fait, j'étais persuadé de ne pas y arriver, mais ça descend, quoi. On a 5, 10, 20 cm et 50 cm. Après, quand on aura mis bout à bout pH, redox, conductivité, force vitale, etc., on sera à même de dire s'il faut rajouter des ingrédients. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu peux avoir un excès d'alcalinité de ton substrat qui fait que tout ce qui est fer, certains métalloïdes qui ne seront pas assimilés. Et puis à l'inverse, si c'est trop acide, ça va se solubiliser beaucoup trop vite, le fer, le cuivre, etc., il va se barrer. Il faut trouver un juste milieu en termes de pH. Il faut que j'aille plus en profondeur. Pas qu'on enlève tout, parce que c'est magnifique, ça. Alors, ici, on va parler du redox et du pH. Donc, le tableau électromagnétique, électro-redox, magnétique, pH. Donc là, pour mesurer le redox, le pH et la conductivité avec les sondes pour mesurer du liquide. Donc là, on a des sols à analyser et on est obligé donc, comme il faut mesurer du liquide, de mettre de l'eau déminéralisée pour diluer. Donc là, on a mis 45 grammes de terre dans chaque bécher. Et maintenant, on va mettre 112 grammes d'eau. Donc on tare. Tu veux le faire?
Là, on a inscrit le tableau électromagnétique, donc électro-redox, magnétique pH. Donc avec les valeurs, plus 100, plus 200, plus 300, etc. millivolts. Après là, on est dans le réduit, donc moins 100, moins 200, etc. millivolts. Le pH, donc de 1 à 7 et de 7 à 14. On va mettre 112 grammes d'eau également dans chaque bécher et lancer le chronomètre. On compte 30 minutes. Donc là, le chronomètre est lancé. La santé de la plante se trouve à peu près ici, c'est-à-dire entre 6 et 7 de pH et plus 100 millivolts. Là, ils sont en train d'analyser ensemble le pH et le redox, on va en parler. Mais l'avantage de ce principe d'analyse, en fait, c'est que tu pars avec ta tarière dans les champs, tu fais les trous. Au moment où tu fais le trou, tu vois la force de pénétration, tu ressens par toi-même si le sol est dur comme de la roche ou s'il est facilement. Moi, là-bas, j'étais étonné avec la chaleur qu'il y a, mais je suis pas rentré comme dans du beurre, mais j'en ai pas bavé, en fait. Et il y avait de l'humidité, tu le sens. Tu vois, quand tu fais ton trou, il y a de l'humidité. Donc tu ramènes ça, mais tu as déjà ça en tête. Tu sens que tu as senti les argiles, c'est la compacité quand tu tournes ta tarière. C'est pas du sable, quoi. Tu vois, on voit que là, on est un peu sur un complexe argilo-humique, un petit peu, quoi. Enfin, il y a des limons, il y a de l'argile, il y a tout ça. Et donc, quand on va analyser des produits, on va essayer de faire en sorte que le redox et le pH se rapprochent au plus du milieu de santé de la plante. Et puis en plus, regarde dans les béchers, ben, on arrive à voir un petit peu si on a des petites éponges en suspension. Donc ça, c'est génial. Tout ce qui joue le rôle de petites éponges. Bah, tous ces petits morceaux d'écorce, de fibres de bois, ils flottent en surface. Mais eux, ils vont se remplir d'eau. Tu vois, donc ça veut dire que ça fait des composts, là, il y a quelque chose. Vous avez amené de la matière organique ou tu as fait du paillage, etc. Donc, acide oxydé. Ici, on a l'acide réduit, alcalin oxydé et alcalin réduit. Et puis bah, après, on peut observer nos colloïdes, en fait. Ce qui floccule en bas, tu vois, et comment ça se comporte. Et puis après, on voit, il y a un étage intermédiaire qui vient se colorer, etc. Donc ça permet déjà visuellement d'observer des choses. C'est même pas empirique, on peut en déduire déjà beaucoup de choses. Comment le sol se comporte en fait. Voilà. Dans le milieu alcalin oxydé, on va trouver toutes les maladies de surface. On va trouver tous les produits en hâte, sulfate, bicarbonate, etc. Dans le milieu alcalin réduit, on va trouver la putréfaction, on va trouver les bactéries pathogènes. Ensuite, on a l'acide réduit et l'acide oxydé. Ou dans l'acide oxydé, on va trouver les maladies du bois, par exemple, etc. Si tout flottait en surface, ce que je vois beaucoup en France, les gens qui amènent tellement de matière organique, ils se sont même pas posé la question si les sols pouvaient bouffer ça. Tu vois, ils ont plus de bactéries, mais ils mettent des tonnes de matière organique. Bah, quand j'analyse, j'ai une tonne de matière qui flotte en surface. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Ça, c'est juste génial. Donc, avec le redox a un lien avec les électrons. Donc, plus le redox va monter, plus on sera en perte d'électrons. Plus le redox va descendre, on sera en gain d'électrons. Et on a le pH donc qui est en lien avec le proton et l'hydrogène, H+. Donc plus on sera acide, au plus on aura de protons H+. Et ensuite, si on passe sur tout ce qui est alcalin, donc on sera en perte de H+. Puis là, maintenant, vous êtes en train d'analyser le pH et le redox. Donc là, l'électrode, elle fait les deux. Hein. On a électrode chlorure, argent chlorure. On a l'avantage de mesurer le pH. Donc c'est ce que j'appelle un peu moi le sens du courant magnétique dans le sol en fait. Hein. Le proton hydrogène H+, c'est comme un micro-magnéto qui génère un courant magnétique en fait. Et on va voir, on va peut-être s'apercevoir que si le sol va bien, on va prendre un exemple hein, qui est un exemple parmi tant d'autres. Imaginons on imagine un pH de surface à 8 sur un sol qui va bien. Alors un sol qui va bien, c'est là où j'ai des plantes qui sont pas malades, d'accord. Et puis sur un sol qui est malade, en fait, c'est des plantes malades, en fait. Hein. Ça peut être des chenilles, des acariens, des pucerons, etc., des mildious. Eh bien, on sait que on aura la plante qui va se mettre en biorésonance avec son sol là où on a des inversions. Les plantes communiquent comme ça aussi. Mais là, le sol, en fait, il a un flux magnétique. Et quand on a prélevé 5, 10, 20, 50 cm,
on vient mesurer ce flux magnétique. Donc on va le voir ici, sur mon sol qui va bien, je vais avoir un pH croissant en profondeur, ce qu'on appelle un flux magnétique. Quand j'ai un pH qui est dans le bon sens, ça veut dire que mon sol, il a ce qu'on appelle un rôle amortisseur au niveau des ondes électromagnétiques cosmiques. Quand on mesure ça avec un géomagnétomètre en nanotesla, ça va nous indiquer qu'on a une bonne gestion du sol au niveau des ondes électromagnétiques cosmiques. Que fait la plante? Elle se met en biorésonance avec son sol et on va se retrouver ici, par exemple, avec un pH de 6 en surface et peut-être en bas 7. C'est-à-dire qu'on aura non pas le même pH que le sol, on n'aura pas le même pH que le sol, mais on aura le même sens du pH, le même sens du courant magnétique que le sol. S'il est inversé, la plante, elle va inverser aussi, donc elle part vers la maladie. Pour le redox, pareil, je te referai les dessins. Si le sol, il a inversé le redox, la plante, elle va inverser le courant du redox, et elle va partir dans l'alcalin oxydé, et puis là, c'est 80% des pathogènes. Au labo, moi, j'avais mis en évidence que ce pH sur la feuille, mais il y a de ça 20 ans, il tourne de manière un peu spiralée comme ça. Voilà, ce qu'on appelle des champs de torsion qui sont sur la plante. Et puis, sur un sol, une plante malade, eh bien, on aura une inversion magnétique, c'est-à-dire tout en ayant le même pH de surface que mon sol qui va bien, j'aurai une inversion magnétique. Donc, ce que j'ai mis au tableau, ça n'existe pas, hein, c'est des valeurs qui vous indiquent jusque là, j'ai un pH qui est décroissant en profondeur. Que fait ma plante? Eh bien, elle aura peut-être 7,5 en haut, elle n'aura pas le même pH que le sol, mais elle part dans l'alcalinité, et puis elle aura peut-être 6 en bas. Donc là, en fait, ça va contribuer, quand une plante part dans l'alcalinité, ça veut dire en gros au-delà de 6, ça va contribuer à attirer les maladies de surface. Tout se passe dans le sol. Hein. C'est déjà des flux d'énergie. Hein. Hier, je vous l'ai dit, hein, la maladie, c'est la matérialisation d'un déséquilibre énergétique. On est en train de les mesurer là. Savoir s'il y a un équilibre ou un déséquilibre énergétique dans les flux magnétiques et électriques, pH redox. Là, pour ce que vous êtes en train de mesurer, donc l'appareil de Reich, la force vitale, en fait, plus ton produit, plus le fumier, plus l'engrais sera frais, plus il y aura de force vitale. Plus il est déshydraté, moins il y aura de force vitale. Et on s'est aperçu, par exemple, aux États-Unis, sur des centaines d'hectares, là, ils avaient appelé tous les agronomes de France et Navarre. Je me suis dit, puis pour moi, des gens, je leur arrive pas au doigt de pied, je me suis dit, je vais rester simple dans ces analyses. C'était en Californie. J'ai analysé juste les sols au niveau de la force vitale. Et tiens-toi bien, l'ensemble des centaines d'hectares étaient à 5% de force vitale, en sachant qu'il faudrait que ça soit à minimum 80%. Tu vois, en électronvolts, quoi. Là, on traduit comme ça en pourcentage. C'est-à-dire que là, 5%, ton sol, tu peux lui donner à manger, il prend plus, quoi. Tu vois, il n'y arrive plus. Et puis ensuite, on peut y mettre le redox. On va mettre le redox ici, on va se mettre un redox un peu nirvanesque, un bon redox, plus de 150 millivolts en surface, c'est-à-dire qu'il est suffisamment oxydé, mais pas trop. Il est ni trop réduit. C'est-à-dire que là, la batterie de la voiture, elle fonctionne. Je mets les clés dans le démarreur. Là, à plus de 150 millivolts, ça démarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils pensaient faire de l'agriculture biologique, mais ils donnaient à leur sol ce que moi j'appelle du lyophilisé, en fait. Tu vois, moi j'ai travaillé en montagne, j'ai emmené des gens en montagne, puis pendant 2 ans, je mangeais que du lyophilisé. Tu vois, les engrais, la nourriture déshydratée. Alors on disait à l'époque, c'était en 1986, c'était au Moyen-Âge, quoi. On disait, voilà, c'était des sachets pour cosmonautes, où il y avait beaucoup de calories, mais il n'y avait pas d'énergie parce que c'était déshydraté. En fait. Si mon redox est trop bas, à un moment donné, je vais avoir du mal à démarrer ma voiture. Et puis s'il est négatif, s'il est à moins 60, moins 70, un sol qui part dans l'hydromorphie, un sol hydromorphe qui est noyé dans l'eau, eh bien là, je mets les clés dans le démarreur, ça démarre plus. Il n'y a plus d'énergie. Et en fait, plus tu manges frais, plus tu manges vivant, plus ça t'apporte de l'énergie, de la force vitale. Si tu amènes dans tes champs des engrais déshydratés, ton sol va devoir prendre sa propre énergie pour décomposer cet engrais. Et in fine, il perd de l'énergie. Donc, alors que l'idée, c'est de lui amener de l'énergie. Et on sait que la base de la guérison, c'est d'abord l'énergie. Tu veux soigner un arbre, tu lui amènes de l'énergie avant que lui puisse libérer des substances pour se défendre. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même de l'énergie en surface sur mon sol qui est pathogène, mais regardez, j'ai une inversion redox ici. C'est-à-dire que le pH, le redox est décroissant en profondeur. C'est-à-dire que anode, cathode, ma batterie, regardez bien, je pousse ma plante
vers le gigantisme en fait. Et on sait qu'une plante, physiologiquement, génétiquement, ne peut pas pousser et se défendre en même temps. Donc si je crée une stratégie culturelle qui favorise la croissance de la plante de trop, ça sera au détriment de sa résistance. Et là, je vais me retrouver avec beaucoup de pathogènes. C'est bien parce que tu vois, tu prends 3 fois un échantillon de chaque strate de 15 grammes, 5-10 cm, 20 cm, 50 cm, tu les mélanges dans le bécher. Donc ça nous fait un 45 grammes. On a normé à 45 grammes, on aurait pu travailler sur une autre masse en fait, mais autant travailler partout à 45 grammes si tu veux. Quoi. Donc là-dessus, on est normatif. Hein. Et donc ces 45 grammes, on va les mettre ensuite sur l'appareil de Reich. Alors que ici, j'ai toujours le même redox de surface, donc il est suffisamment oxydé. Hein. C'est pas Jacques Mayol, c'est pas un sol qui est en apnée. Et je vais me retrouver avec un redox croissant en profondeur, anode, cathode. Regardez, je pousse le système racinaire vers le bas. En fait. Voilà. Et là, la plante, elle va pousser en croissance et elle aura une résistance qui sera juste exceptionnelle. Ce qui veut dire que là, on sera peut-être, on va se faire une plante idéale, hein, ce qu'on mesure rarement, 6 de pH plus 100 millivolts. Ça, c'est une plante qui va bien. Et là, on a une plante qui est dans l'alcalinité. Elle aura peut-être ici plus 400 millivolts. Donc, elle sera dans l'alcalin oxydé. Et ça, c'est pas bon. Et là, on vient mesurer en électronvolts ce que moi j'appelle la force vitale, en fait. Alors, c'est un courant. Il y a des physiciens qui ont mis en évidence. Alors, bien évidemment, il y a toujours des gens qui contestent, mais ils n'ont rien analysé, ceux qui contestent. Mais en fait, c'est un courant d'énergie qui circule est-ouest, en fait, qui est à l'opposé de la rotation terrestre, si tu veux, quoi. Qui, elle, est ouest-est, en fait. D'accord ? Donc on va dire que c'est un courant là qui est dextrogire en fait. C'est quelque chose, c'est une énergie qui est très subtile mais qui se mesure maintenant. Et ça j'insiste parce que maintenant dans des labos on vous mesure des plantes où on dit que la santé est à plus 400 millivolts, mais quand j'analysais ces plantes il y a des années en arrière, je me suis aperçu que ces plantes elles ont des polluants sur les feuilles qui viennent suroxyder la feuille. Et on ne peut pas déterminer la santé d'une plante si on n'a pas mis en amont les polluants qui sont déposés sur la feuille. Et Dieu sait s'il y en a. En fait, si on reste simple dans cette énergie-là, qu'on appelle la force vitale, toujours dans une valeur normative, à force d'avoir fait des analyses, de les avoir cumulées, on s'est aperçu qu'un sol, à minima, parce qu'on a retranscrit ça, alors on peut le retranscrire en électronvolts, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, mais là, nous, on parle en pourcentage. Donc là, tu as vu, tu as un référentiel en pourcentage. Et puis, on n'a pas amené l'appareil qui mesure en électronvolts à côté. On aurait dû, mais on ne l'a pas fait. Là, déjà, ce qu'on va essayer de retenir, c'est qu'un sol, à minima, devrait être à 80%. En fait. D'accord. En dessous de 80%, on a beaucoup de sols. En France, par exemple, on a beaucoup de sols qui sont à 50%. Alors moi, j'aime bien faire des analogies, ça permet de comprendre un peu mieux les choses, sans rentrer dans les tréfonds de la physique ou voilà. Je dis souvent, un sol, quand il est à 60-50% en dessous, je dis il a fait un burn-out. En fait. Et puis, ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand on met des phosphates, des nitrates au sol, ben en fait, ce sont des ions négatifs qui vont se repousser avec les argiles et puis les colloïdes, donc les fameux colloïdes qui sont les argiles. Hein, on est dans de la micrométrie là. Et puis, donc ça va se repousser, ce qui fait qu'il va y avoir une lixiviation, un lessivage, et on va perdre les argiles et on va perdre les phosphates et les nitrates majoritairement dans les nappes phréatiques. C'est ce qui donne des fleuves ou des rivières un peu boueuses. C'est caractéristique de la moitié du fleuve Amazon, ou alors en Guyane aussi, où on a des fleuves qui sont très chargés en boue, en argile, parce qu'on a mis des molécules de synthèse chimique qui fait que électriquement ça se repousse. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise ce mot, c'est à juste titre. Le sol, il n'a pas fait une dépression. Quand un humain il fait une dépression, il n'a plus l'énergie, il n'a plus de projet, et il n'a plus d'énergie en même temps. Tu vois, il a même plus de projet, il n'a plus envie de rien faire. Là, quand je dis que le sol il a fait un burn-out, c'est comme quand une personne fait un burn-out, elle a plein de projets, mais elle n'a pas l'énergie pour les réaliser. Son corps, il a enlevé un fusible pour la protéger, cette personne, sinon elle meurt. Donc nous, en fait, si on voit que on a perdu des carbonates ou si on a perdu même voire du fer, on va amener des plus dans le sol pour que le plus s'accroche au moins. Et là, on va régénérer ce qu'on appelle un complexe organo-minéral structuré. Ça veut dire que si un sol est à 50%, il se peut que ce sol, avec les paramètres pH, redox, conductivité, paramagnétisme, il ait un fort potentiel. C'est ce qu'on a mesuré sur certains de vos sols.
on a vu que certains de vos sols avaient un très fort potentiel, mais qu'ils avaient fait un burn-out, en fait. Donc, c'est-à-dire que si tu as fait un burn-out, je te donne les meilleurs médicaments au monde, ton corps, il les prendra pas parce qu'il n'a pas l'énergie pour les assimiler. Tu vois? Donc, c'est vachement intéressant, cette mesure, parce que souvent, les gens, ils mettent des fumiers, des super composts, des super engrais, en plus biologiques, mais le sol, il les potentialise pas bien, parce qu'il n'a pas l'énergie pour les assimiler. Donc là, on vient de récupérer 25 grammes de terre, d'échantillons de surface. On travaille juste sur la surface, mais tu pourrais travailler sur les 3 horizons. On l'a fait au niveau expérimental. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de mesurer le niveau paramagnétique de la Terre en surface. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train d'occulter les autres horizons, mais c'est là où on doit avoir un maximum de vie, là où il y a la dynamique humique. C'est là où il y a toute la source nutritionnelle en termes de réorganisation, tu vois, quand le sol est un peu au ralenti. Donc on vient stocker les éléments nutritifs, les bactéries, les champignons en grande partie ici. Donc on sait que au plus ton sol sera paramagnétique, au plus il y aura de vie en fait. Et la vie, elle est infiniment paramagnétique. Sol argilo-limoneux, par exemple. Donc on sait que les argiles, c'est ce qu'il y a de plus fin. Hein. On est en dessous de 0,02 mm en fait. Après, on a les limons qui sont un peu plus grossiers. Après, les sables. Dans les sables, tu as les quartz, la silice, juste comme ça. Là, on est jusqu'à, je crois, 0,50 jusqu'à je sais plus combien de. Voilà. Et donc, en fait, plus ton sol est argilo-limoneux, plus la conductivité sera importante. On dit que c'est les sols les plus productifs. Mais il y a un scientifique dans les années 30 qui s'appelait Georges Lakhovsky, que Loïc connaît très bien, hein, qui a beaucoup travaillé sur l'oscillation cellulaire, etc. Et donc Georges Lakhovsky avait compris, pour moi c'était le premier scientifique à l'hôpital, à la Salpêtrière, il travaillait sur les plantes comme sur les humains, et il a compris qu'un sol qui est très, comment dirais-je, conducteur, comme les sols argilo-humiques, sont effectivement les sols les plus productifs, mais c'est les sols les plus pathogènes. Voilà. Donc là on prend 25 grammes de terre, on vient les mettre ici dans la chambre, je vais juste essayer d'être un petit peu plus proche de zéro que tout à l'heure, ce qui est vraiment pas évident parce qu'il y a des sources électromagnétiques qui interfèrent un peu. On essaye d'être le plus précis possible. Alors que les sols isolants, d'accord, qui ont ce qu'on appelle un système de self-inductant, j'expliquerai ça, c'est-à-dire qu'ils ont de la conduction et de l'isolation, c'est-à-dire par exemple les sols calcaires, les sols plus sableux, plus légers, c'est les sols, c'est des sols isolants, ils sont moins productifs, mais ils sont moins pathogènes. Moi, je les appelle les sols de chevaux, en fait. Et puis les sols Ferrari, c'est les sols argilo-limoneux. Ouais, je suis à peu près à plus 26. Là, il y a beaucoup d'interférences. Plus 26 CGS. Donc, on sait que au niveau paramagnétique, hein, parce que ça explique pas toutes les énergies, si tu veux, d'allumer. Au niveau paramagnétique, un bon sol, ça commence à plus 100 CGS, en fait. Centimètres grammes seconde, en fait. C'est une vitesse d'aimantation d'un point A à un point B, quoi. Et en dessous de 100 CGS, de 0 à plus 100, c'est un sol pauvre. Après, après de plus 100 à plus 300, c'est un très bon sol. De plus 300 à plus 700, c'est des sols qu'on appelle supérieurs. Après, tu as les very good dust, donc c'est de la poussière de roche, mais très paramagnétique, comme le basalte, les gabbros, toutes ces roches volcaniques, elles sont très paramagnétiques. Et je pense maintenant partout sur la planète, sur ces sols très productifs argilo-limoneux, sur ces sols Ferrari, on a commis l'erreur de mettre des nitrates, par exemple. Et je pense maintenant partout sur la planète, sur ces sols très productifs argilo-limoneux, sur ces sols Ferrari, on a commis l'erreur de mettre des nitrates, par exemple. Mais tu as à l'inverse, tu as les sols qui seraient à moins 10, moins 100, moins 200. Ceux-là, c'est le contraire du paramagnétisme, ils sont diamagnétiques. Et là, c'est l'incapacité d'une substance, pour faire simple, à s'orienter vers le champ magnétique terrestre à une vitesse donnée. Et là, tu as l'ensemble des molécules de synthèse chimique qui sont diamagnétiques. Tu prends un Roundup, il est à peu près entre moins 480, moins 600 CGS. Un épandage de Roundup, du glyphosate, tu flingues ton sol pour à peu près 10 ans. Mais les nitrates, c'est des ions négatifs, on les a mis en surface. Donc en les mettant en surface, on a créé des inversions redox, on verra ça tout à l'heure. Donc tu as poussé ta plante vers le gigantisme au détriment de la résistance. Et les nitrates en surface, ils sont négatifs. Donc ils se sont repoussés avec les argiles. Tu me suis? Donc argile négatif, nitrate négatif, ils ne peuvent pas s'attirer les deux, ils s'aiment pas les deux là. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est pas une histoire d'amour. Les argiles, ils se sont barrés en profondeur et les nitrates aussi. Donc on a mis des nitrates dans les nappes,
Puis après, on dit, ah ouais, regarde la rivière ou le fleuve, là, il est tout boueux. Bah, c'est normal, les argiles, ils se sont barrés, quoi. Voilà, donc, je sais pas si tu vois le truc. On est parti en guerre, là. C'est quand on met des Roundup, des fongicides et des désherbants chimiques. On a mis beaucoup de diamagnétisme dans le sol. Alors, les gens vont te dire, oui, mais sur mes sols diamagnétiques, j'ai quand même des champignons. Mais ces champignons, en fait, c'est souvent des champignons, le peu qui reste, ce sont des champignons saprophytes, qui s'intéressent à la matière morte. Alors que les champignons mycorhiziens, eux, se développent sur le paramagnétisme, donc sur la matière vivante, en fait. Voilà, j'ai fait simple, j'ai fait court, mais déjà, si on retient ça ensemble, c'est pas mal, quoi. Tu vois? Pour moi, le progrès, c'est hier. C'est retrouver l'agriculture de nos grands-parents avec une petite touche de modernisme, nos connaissances, mais pas se faire happer par le monde industriel. Lui, il est archaïque. Il est basé sur l'appât du gain et il nous fait croire, il va utiliser la science pour enseigner l'ignorance, en fait. Donc, il faut bien discriminer, quoi. Donc, l'idée, c'est de remettre des bactéries qui ont cette possibilité de s'orienter vers le champ magnétique. Et là, elles se démultiplient et là, tu as de la productivité dans ton sol, en fait. Dès que j'amène un téléphone près de ces appareils-là, on vient perturber par les... En fait, ça, c'est des ondes millimétriques, donc on crée des interférences. C'est l'appareil le plus sensible. Donc nous, ce qu'on fait là, on met une pierre de Shungite. Tu vois, regarde, j'approche le téléphone et je perturbe beaucoup moins. Tu es d'accord? Regarde, j'enlève la pierre de Shungite, j'amène mon téléphone portable et regarde, pourtant j'ai ma solution étalon. Et là, regarde, paf, on part dans du négatif. Donc c'est pour ça qu'en fait, déjà, ça, on ne devrait jamais avoir un téléphone portable allumé sur soi. En fait, ça vous détruit toute la flore paramagnétique dans le ventre. On est tout autant que les animaux des êtres de biorésonance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en fait? Quand on fait des ferments, on sait qu'on a des bactéries qui contiennent des microcristaux de magnétite et elles vont s'orienter vers le champ magnétique terrestre. Et on appelle ça une susceptibilité magnétique. C'est-à-dire qu'un coup, elles le sont, un coup, elles ne le sont pas, d'une certaine manière. Donc, on crée des conditions énergétiques pour que le vivant puisse se démultiplier. Voilà. C'est pour ça qu'on évite toutes les molécules de synthèse chimique, parce que les molécules de synthèse chimique, à l'inverse du basalte, par exemple, qui lui est très paramagnétique, l'ensemble du manteau terrestre contient du basalte, donc c'est pas une pierre exotique, hein. Il y en a partout. C'est pas les mêmes basaltes, que tu sois au Japon, en Nouvelle-Guinée, ici, ou dans le Massif central en France, ce sont pas les mêmes basaltes, ils n'ont pas le même niveau paramagnétique, d'accord? Mais on en a partout sous le manteau terrestre. Donc ça émet une énergie très paramagnétique, d'accord? Et à l'inverse, quand tu viens mettre des molécules de synthèse chimique, elles sont diamagnétiques en fait. Et on s'est aperçu que le diamagnétisme des molécules de synthèse chimique était plus puissant que le champ paramagnétique terrestre en fait. Ce qui fait qu'on a réussi, en dehors des volcans, on avait une moyenne à peu près à plus 300 CGS sur la planète. Et à force de mettre du glyphosate, des désherbants, des fongicides, des engrais minéraux de synthèse chimique, bah, nos sols sont devenus faiblement paramagnétiques. Par exemple, à l'île de la Réunion, j'avais des sols à plus 8660 CGS. 25 ans après, je me suis retrouvé avec des sols à plus 600 CGS. Parce que quand tu mets un Roundup, un désherbant chimique, ben, ils sont à peu près à moins 400, moins 600 CGS, quoi. Donc ça vient de flinguer toute la vie du sol. Et la vie, elle ne peut pas se développer sur quelque chose qui est mort. Ça ne marche pas. Donc voilà un peu la subtilité de ces champs qu'on vient mesurer.